Bonjour tout le monde. Alors nous voici avec la première conférence des Aventuriales 2021. Vous êtes tous ravis d'être là, bien sûr. Le titre de la conférence, donc, c'est Quand l'Asie inspire les littératures de l'imaginaire. Et j'ai avec moi 3 autrices qui ont écrit dans des univers qui portent sur l'Asie, qui sont inspirés d'Asie. Et on s'est dit, en voyant notre pool d'autrices et d'auteurs cette année, que ce serait chouette de faire une conférence qui les rassemble et qu'on puisse papoter un peu de ça. Alors je vais d'abord dire que l'Asie, ça a toujours fasciné l'Occident, tout comme l'Orient a toujours été fasciné par l'Occident aussi. Et avec toujours cette volonté de découvrir, de s'ouvrir sur le monde. Et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait chouette si on pouvait parler un peu de cette Asie en fantasy, en fantastique et en science-fiction, parce que ça vient petit à petit. C'est-à-dire que c'était pas très exploré encore dans nos genres de l'imaginaire, ça commençait tout juste. C'était plus ce qu'on appelle la littérature blanche, c'est-à-dire qui ne comporte pas d'éléments science-fiction, fantasy, fantastique. Qu'on trouvait ces inspirations, par exemple à la mer, comme Stupeur et Tremblement, par exemple, d'Amélie Nothomb, qui a parlé pour la première fois un peu du monde de l'entreprise au Japon. Mais en science-fiction, fantasy, fantastique, c'était pas encore trop le cas. Du coup, on a un peu nos pionnières là, qui sont là. Et je vais pas parler tout du long, parce que moi je suis juste là pour animer, c'est vous qui allez papoter. Et je pense que je vais demander d'abord à Céline, est-ce que tu pourrais te présenter un tout petit peu? Tout petit peu. Je suis assez mauvaise dans l'exercice. Tu peux essayer, vas-y, tu vas y arriver. Donc moi c'est Céline Chevet. J'écris donc des romans plutôt d'ordre fantastique. Le premier roman qui est paru aux éditions du Chat Noir, donc c'est La fille qui tressait les nuages, qui est un roman justement qui se passe dans le Japon contemporain et donc, qui se trouve ici. Et justement, j'écris, on va dire, pas mal dans l'inspiration asiatique en général, même si c'est pas non plus mon domaine de prédilection, mais j'aime beaucoup cet univers-là pour y avoir... j'ai habité au Japon notamment quelques années, j'y ai fait mes études, et c'est un univers qui me fascine énormément dans mes lectures et dans mon inspiration en tant qu'autrice. Voilà. Tu t'es très bien débrouillée, moi je trouve. On va faire dans l'ordre, Émilie. Bonjour, donc Émilie Kerbalek, donc je suis autrice j'écris plutôt de la science-fiction et du fantastique. Et comme toi Céline, j'ai un rapport un peu particulier avec le Japon, qui m'inspire pour certaines histoires, mais pas que en fait, justement j'aime bien m'aventurer un petit peu hors de ma zone de confort. Mais en l'occurrence, oui, ça peut m'inspirer. Et d'autres aussi régions d'Asie m'inspirent. Là, récemment, je me suis beaucoup penchée sur le Tibet et l'histoire récente du Tibet, par exemple. Merci. Célia. Donc Célia Flo, j'écris moi aussi des romans de science-fiction et de fantasy. J'écris le roman Isseltan qui est paru chez Voyelle en 2015 et puis le dernier roman, donc Porcelaine, qui sortira le 6 octobre. Donc si vous suivez bien les dates, vous remarquerez qu'il est ici en avant-première, avant sa sortie en librairie. En ce qui concerne tout ce qui tourne autour de l'Asie et du Japon, c'est vrai que ce sont pour moi des grandes sources d'inspiration, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de se plonger dans l'esprit de personnes qui considèrent parfois la vie avec une autre philosophie et avec des facettes différentes de celles que je croise au quotidien. Et du coup, je trouve aussi très intéressantes des périodes particulières ces pays asiatiques et notamment la période Sengoku au Japon, qui est une période où les grands seigneurs se battaient pour essayer de gagner la suprématie et diriger le pays. Donc je trouve que c'est vraiment très, très inspirant, ces guerres de clans et de personnalités qui permettent de mettre en valeur des personnages très forts. C'est bien, tu as anticipé ma question suivante. J'avais comme question pourquoi l'Asie, mais elles ont toutes plus ou moins répondu. Alors vous voyez, elles m'ont spoilé mes questions, c'est pas bien. Mais du coup, on va revenir un peu sur chacune de vos œuvres. Alors c'est bien, c'est qu'on a du fantastique,
de la science-fiction, un peu de science-fiction aussi, et de la fantasy. Donc on a un peu de chaque, hein, c'est pas mal. Et si vous aviez chacune, donc l'une après l'autre, un point dans votre histoire, dans l'une de vos histoires, qui est vraiment typiquement asiatique, qu'on ne trouve pas en Occident, qu'il n'y a pas d'équivalent vraiment en Occident, qu'est-ce que ce serait? Je vous laisse réfléchir. Vous avez 5 minutes. 2, en fait. Tu veux dire au niveau des personnages ou tu penses à quelque chose de Personnages, univers, même rien que dans l'aperçu de la culture qu'il peut y avoir, par exemple, qu'on ne va pas forcément nous retrouver dans notre culture classico-européenne. Alors, je vais commencer parce que c'est plus facile pour moi, je crois, pour l'instant, pour réfléchir. Merci. Donc, en l'occurrence, mon roman Quitter les monts d'automne, qui est sorti chez Albin Michel en septembre dernier, l'une des sources d'inspiration est un classique de la littérature japonaise, qui est le Di du Genji. Et là, je pense que c'est typiquement japonais. Donc, le Di du Genji, c'est une sorte de feuilleton romanesque qui a été écrit au Xe, XIe siècle par une autrice qui s'appelle Murasaki Shikibu. C'était une femme. Et c'est sous une forme romanesque, et les spécialistes disent que c'est l'un des premiers romans au monde. Murasaki Shikibu, elle a écrit à une période où les femmes à la cour impériale arrivaient un petit peu à s'exprimer et à écrire. Et ce qui a fait dire à certaines chercheuses, enseignantes qui ont travaillé sur cette époque, que c'était un peu un âge d'or pour la littérature féminine. Âge d'or qui s'est estompé ensuite quand justement politiquement le Japon a basculé dans une période un peu plus trouble qui était dominée par les seigneurs de guerre justement, et là les femmes elles se sont tues pour plusieurs siècles, on les a plus entendues. Mais bon, en l'occurrence, cette époque de Heian, c'est le nom de la capitale japonaise à l'époque, c'est la Kyoto aujourd'hui. Heian, donc il y avait l'empereur qui siégeait là, et il avait toute une cour avec des gens très cultivés et des nobles qui écrivaient en sino-japonais, en chinois ou en sino-japonais, qui est une langue particulière différente du japonais moderne, et même du japonais ancien en fait. Et donc les gens s'exprimaient, ils échangeaient des poèmes par exemple pour communiquer ensemble à la cour, tout ça. Je le positionne mal peut-être. Je pense que c'est le cas. Et donc c'est un petit peu décousu ce que je raconte, mais ce que je voulais dire c'est que donc cette femme, Murasaki Shikibu, elle s'est exprimée, elle a écrit son roman dans la langue japonaise de l'époque, donc la langue vernaculaire, en s'écartant un petit peu du dogme d'écriture en sino-japonais et chinois. Or, à l'époque, on considérait que c'était pas vraiment de la bonne haute littérature. La belle littérature, la noble littérature, c'était en chinois, il fallait écrire en chinois. Et l'éducation des filles et des garçons n'était pas la même. Les garçons étaient éduqués pour savoir s'exprimer en chinois ou en sino-japonais, et les filles, pas vraiment. Alors ça ne veut pas dire qu'elles n'avaient pas accès à cette éducation. En général, elles pouvaient écouter les leçons et apprendre un petit peu, mais c'était mal vu d'être un peu érudite et de connaître le chinois. Donc elle s'exprimait, donc elle a écrit en japonais. Et donc à l'écrit, c'est une langue qui comporte très peu d'idéogrammes et dans une écriture un peu particulière, qui est typiquement japonaise, ce qui a fait dire plus tard en fait à des personnes qui ont repris un petit peu l'histoire de la littérature japonaise que c'était vraiment le premier roman en langue japonaise historiquement. Voilà. Contrairement à tous ces écrits érudits en chinois qui sont un petit peu tombés dans l'oubli et qui sont maintenant devenus l'apanage d'universitaires très très spécialisés et qui ne sont plus lus du tout. Le Di du Genji, en revanche, a été repris de nombreuses fois, ça a été traduit en japonais moderne, ça a été adapté en manga aussi, en feuilleton, je crois aussi. Enfin, bon, voilà, c'est une œuvre qui vit comme ça, un peu comme Les Mille et une Nuits, voilà, qui a une longue vie. Je crois que j'ai pris la parole un peu longtemps. Je suis désolée. Elles ont eu le temps de réfléchir comme ça. Ouais, ça, vous avez pu réfléchir. Est-ce que tu veux commencer ou... Allez, Céline. Donc la particularité peut-être de mon roman, donc, qui se passe au moment de l'unification des trois royaumes, on va dire un concept qu'on ne peut pas retrouver dans un roman européen,
c'est peut-être la religion, le côté très particulier de cette période, en fait, puisque l'unification des 3 royaumes de Corée, c'est la base historique, en fait, de mon roman Sous le sabot des dieux. C'est une base historique réelle, sur laquelle se greffe, en fait, la partie fantastique, après, de l'histoire, mais la base historique réelle, en fait, se passe au niveau du 7e siècle après Jésus-Christ. Et au moment de cette unification des 3 royaumes qui va former la Corée telle qu'on la connaît aujourd'hui, il y a une montée en puissance du bouddhisme, en fait, qui vient de la Chine et qui va petit à petit, en fait, supplanter le chamanisme. Et le chamanisme, en fait, est une religion populaire à la base. C'est une religion donc, où les femmes ont le pouvoir, mais aussi une religion finalement où le peuple fait appel à tous les dieux, aux dieux de la montagne, aux dieux de la rivière, aux dieux de la pierre, etc. Donc une multitude de dieux que le bouddhisme, petit à petit, qui est une religion au contraire qui appartient, qui vient un petit peu du confucianisme aussi, qui a été récupéré par les moines confucianistes, et qui vient un peu de Chine, qui appartient aussi à l'élite chinoise, va petit à petit gober, en fait, en disant « mais si, nous on peut reprendre vos dieux, on peut en faire des petits bouddhas, on peut en faire des bodhisattvas, ils existent dans notre religion, on peut les intégrer, il n'y a pas de souci. » Et finalement, ils vont gober ce chamanisme et montrer qu'après tout, ils peuvent s'intégrer partout. Donc ce bouddhisme, en fait, va prendre énormément de place dans cette nouvelle Corée, ces 3 royaumes de Corée, et la mentalité, en fait, entre le peuple qui est chamaniste dans l'âme et ces élites bouddhistes, en fait, et confucianistes, du coup, qui relèguent la femme au second plan et qui vont avoir une autre approche, une approche très chinoise, en fait, dans leur manière de gérer la politique, dans leur manière de gérer les pouvoirs. C'est ce conflit-là qu'on va découvrir à l'intérieur de ce livre aussi, par cette petite prêtresse, qui est une prêtresse chamaniste, chamane, et donc qui a une vision du monde assez particulière et qui va se retrouver vraiment malmenée par l'histoire. Et c'est difficile à appréhender pour nous, Européens, parce qu'on ne vient pas du tout, on n'a pas cette manière polythéiste de voir les choses, très souvent, mais aussi parce que on n'a pas non plus cette vision de la loyauté envers les dieux. En fait, on a une vision, même à cette époque, quand on essaie de s'imaginer qu'est-ce qu'était le Moyen-Âge ou l'avant-Moyen-Âge en Europe, on se dit, voilà, les jeunes gens à notre époque en Europe étaient peut-être fidèles à leurs parents, fidèles à leurs frères, peut-être fidèles à leur seigneur, mais en Corée, ce n'était pas le cas. On est fidèle à un royaume, on est fidèle à une famille royale, on est fidèle à des dieux, mais au point d'aller en mourir sur un champ de bataille. Il y a une manière de penser, en fait, qui est liée à cette religion-là, à ce bouddhisme, en fait, qui va aller jusqu'à l'extrême. Et c'est un petit peu cette manière-là de vivre cette religion qu'on voit au travers des pages de ce livre. Donc c'est pas une pensée européenne qui est développée là, c'est vraiment la pensée coréenne de l'époque au travers des livres que j'ai pu, dans lesquels j'ai pu me renseigner. Donc plusieurs livres de l'époque qui ont été écrits notamment par des moines confucianistes. Moi aussi, j'ai un peu trop parlé, désolé. Bon, c'est à mon tour. Mais effectivement, ma réflexion est pas très loin de la tienne parce que j'ai été très intéressée par la religion Shinto au Japon qui considère que tout ce qui nous entoure est vivant et comporte une part d'esprit et de divinité. Et je me suis donc inspirée de cette idée dans mon roman Porcelam en ajoutant une très vieille légende qui est originaire de Chine et qui ensuite s'est répandue au Japon, qui est la légende des 5 animaux sacrés. Donc c'est une légende dans laquelle chaque animal sacré a son caractère et il est lié à un élément et à un point cardinal. Donc on peut les voir facilement. Donc le phénix est au sud, le tigre, le dragon est à l'est, le kirin au centre, la tortue serpent au nord et le tigre est à l'ouest. Et effectivement,
Et c'était toute une cartographie du monde qui ensuite s'est traduit chez moi par 5 clans qui ont chacun vraiment un animal sacré qu'ils vénèrent et une façon de penser liée au caractère de cet animal sacré, puisque les pouvoirs de chaque animal sacré se manifestent différemment. Et donc ça me permet d'avoir toute une opposition de valeurs et des oppositions militaires et des oppositions de personnalité selon le clan de la personne et la manière dont elle va voir le monde et les valeurs dans lesquelles elle a été éduquée par la suite. C'est bon. Super, très bien répondu, merci beaucoup. Donc comme on voit, on a vraiment plusieurs points de vue, plus dans l'histoire pour Émilie et Céline, plutôt dans le côté très imaginaire où tu as intégré des choses de l'histoire aussi. Et si vous aviez un ouvrage, autre que le dit de Genji du coup, un ouvrage ou même une œuvre, quelle qu'elle soit, d'Asie, que ce soit coréenne, japonaise, chinoise, qui vous a particulièrement inspiré pour vos écrits ou qui vous a parlé, quoi, ce serait laquelle? Je peux répondre assez vite. Vas-y. Bon, moi, j'ai adoré vraiment Le Voyage de Chihiro. Donc, c'est un film de Hayao Miyazaki du studio Ghibli, parce que c'est un film où on voit tout le rapport entre la nature et puis les éléments et les dieux, puisqu'on voit par exemple qu'un des personnages, Haku, c'est à la fois une rivière, un dragon et un jeune homme. On voit toute la présence des yokai qui sont les démons ou les fantômes japonais et leur rapport avec les hommes, puisqu'en fait ils viennent dans les bains de la sorcière Yubaba pour se nettoyer de la pollution que les hommes font peser sur la nature. Donc on voit tout un lien entre les actions des hommes, les dieux, la nature, et je trouve ça passionnant d'étudier toutes ces interactions. C'est un très beau film. C'est un film magnifique, on est d'accord. Céline, Émilie, une œuvre? Moi, je te rejoins sur les œuvres de Miyazaki, puisque c'est probablement j'allais dire le mangaka, mais c'est pas le cas, c'est pas non plus un réalisateur, mais presque. C'est vraiment l'artiste que j'admire le plus au niveau des compositions qu'il fait. Donc moi, c'est Princesse Mononoke qui m'a énormément marquée, et c'est vrai que la plupart de ses œuvres, en tout cas, sont à voir, à découvrir pour sentir au niveau de l'inspiration asiatique tout ce qu'il y a à découvrir dans le monde, en tout cas du Japon, mais aussi même de l'Asie, de la mentalité asiatique. Je trouve qu'il a énormément à apporter à ce niveau-là. Il est monument national en plus. Et c'est un monument national pour le Japon. Alors, moi, c'est difficile de répondre à cette question parce que je suis née au Japon, ma langue maternelle c'est le japonais, je suis moitié japonaise, donc j'ai baigné dans la culture japonaise en fait pendant mon enfance et mon adolescence. Donc il y a beaucoup d'œuvres qui m'ont marquée. Les Miyazaki j'ai adoré, mais c'est venu plus tard. Si je devais citer une œuvre qui pourrait vous parler, qui m'a marquée quand j'étais adolescente, que j'ai lue en japonais dans le texte, mais qui est traduite en français. C'est une autrice qui à l'époque elle s'appelle Yoshimoto Banana. Elle a écrit Kitchen, et je crois que le titre en français c'est Kitchen aussi. Voilà, j'ai pu le lire parce que c'est une langue assez simple, parce que je lis pas tous les idéogrammes, mais en l'occurrence c'était une langue très moderne, limpide, et c'était des contes, c'était un recueil de contes fantastiques, donc vous pouvez vous le procurer je pense en poche facilement, Kitchen. Et ça racontait des histoires très contemporaines de personnes, de jeunes gens en fait, qui vivaient comme ça dans une réalité très proche de la mienne et qui avaient un contact, il y avait un petit côté surnaturel mais qui était assez léger, et c'était des histoires super émouvantes qui parlaient toutes, en fait, elles parlaient toutes du deuil. Et je me souviens qu'à l'époque, ma mère m'avait dit, elle a perdu sa mère d'un cancer, et ça m'avait, voilà, je m'en souviens même maintenant. Et voilà, je pense qu'elle avait parlé du deuil de manière générale, mais pas du tout de sa propre expérience, mais c'était des histoires très sensibles et très touchantes. Vraiment. On note. Il y aura un replay de la conférence sur notre chaîne YouTube, donc on mettra la référence dans le bas du replay si on trouve les références du coup qui ont été citées. Dans chacun de vos romans, on va faire un petit point pour chacune, hein, parce que sinon c'est pas le problème. Chacune, moi je les ai lus les trois, enfin même celui-là en avant-première. Et ouais.
Et du coup, pour moi, c'est 3 destins de femmes à chaque fois. Parce que ce soit Annelle, donc ta petite prêtresse qui fait tout ce qu'elle peut pour avancer, et c'est pas évident parce qu'elle a beaucoup de bâtons dans les roues quand même. Et j'ai trouvé intéressant personnellement parce que j'ai lu très peu sur la Corée. Je suis plutôt côté Japon personnellement, mais j'ai trouvé que c'était une bonne introduction aussi à cette période-là de l'histoire, ce qui est vraiment très, très ancré dans l'histoire, je trouve, ce roman. Et j'ai trouvé intéressant que tu partes d'une jeune femme, un destin qui t'est promis, un destin tout tracé, et que ça va pas se passer comme elle avait prévu, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je pense que oui, c'est vrai que pour traiter cette histoire, j'aurais très bien pu parler d'un harang, justement, qui sont un peu, on va dire, l'équivalent, même si c'est un bien grand mot, des samouraïs japonais, alors que bon, ils sont apparus bien avant. Mais je trouvais que c'était... Hanul est un peu... C'est pas une héroïne en soi, c'est un personnage qui est très en retrait et qui sert vraiment de regard pour observer l'histoire de la Corée et observer plein d'autres protagonistes qui, eux, sont des acteurs de l'histoire. Elle va être malmenée par l'histoire. Elle est malmenée parce que, justement, c'est une femme, déjà, dans une période qui change, comme j'ai dit, où le confucianisme ne lui laisse pas cette place-là, où le bouddhisme ne lui laisse pas sa place. Elle va devoir se rendre dans des conflits politiques, elle qui ne connaît rien au monde politique, qui ne sait que théoriser le monde, qui n'a pas elle n'a pas de connaissance vraiment de l'univers dans lequel elle met les pieds, mais elle va faire de son mieux avec cette loyauté qu'elle a pour les dieux, pour la famille royale, et elle va faire de son mieux. Et oui, c'est pas la meilleure personne pour s'en sortir. Elle a une certaine naïveté, elle a aussi pas les bonnes cartes en main, mais elle va faire de son mieux et jusqu'au bout. Et le souci, c'est que c'est qu'une femme. Et malgré tout, je trouvais ça très intéressant de se dire, voilà, à une époque, à 16 ans, à une époque comme la Corée au 7e siècle, qu'est-ce que peut faire une femme qui n'a que les dieux de son côté ? Et c'est pas grand-chose d'avoir les dieux de son côté quand des hommes de pouvoir ont des armées entières. Et les dieux, c'est pas grand-chose. On le sait tous, on peut prier autant qu'on veut. Ils viennent pas forcément en aide quand c'est 3 royaumes qui se battent pour... Non, ils vont pas descendre sur champ de bataille. Voilà. On n'est pas dans un manga, quoi. Exactement. Donc on peut prier, on peut faire ce qu'on veut, mais il y a des moments où ça a aussi ses limites. Donc je trouvais ça très intéressant de devoir se dire, qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'à un moment donné, je prends mon destin en main ? Et ce destin, où est-ce qu'il commence ? Où est-ce qu'il s'arrête ? Je me suis dit, voilà, où est-ce que je pose les limites des actions que je fais pour pouvoir m'en sortir dans la vie. Est-ce que je me laisse aller au flux des événements ou pas ? Et je pense que quand on se pose la question d'une jeune femme au Moyen-Âge ou à l'époque d'avant, voilà, jusqu'où on peut s'imaginer être maître de sa destinée. Donc ça m'intéressait. C'est tout à fait ça. Émilie, toi, dans Quitter les mondes d'automne, et je retrouve plus le nom de l'héroïne. C'est Kaori. Donc Kaori, elle est tout autant malmenée. Elle en prend plein la tête. Et c'est un récit qui, pour moi, a une fracture au milieu. Je pense que c'était voulu. Hein. Et au début, on est vraiment dans un Japon autre, en fait. On sent qu'il y a une forte inspiration japonaise. On sent dans le nom, dans l'histoire de la danse, le dit, toute cette histoire que rien ne doit être écrit, que l'écrit c'est tabou, que tout est raconté, tout est expliqué. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Kaori sait dès le début qu'elle n'a pas le dit. Qu'elle n'est pas, elle est censée être une héritière et elle ne peut pas hériter de ça. Et cette frustration de départ, ça va la mener vachement plus loin que ce qu'on croit, en fait. C'est ça ? Oui, c'est ça. J'aurais pu reprendre un peu tes mots, Céline, en moins bien, pour décrire un petit peu sa trajectoire. Mais effectivement, Kaori, elle naît dans une famille de conteuses, dans un monde où l'écrit est interdit. Donc c'est pas le Japon. On voit bien, comme tu dis, Axel, que c'est d'inspiration japonaise, mais ce n'est pas le Japon. Il y a des éléments complètement imaginaires dedans.
Par exemple, l'instrument de musique que joue son partenaire quand elle danse le lycée, c'est imaginé. Ça n'existe pas. Le mot est imaginaire. Bon, c'est qu'un exemple. Mais en tout cas, donc, Kaori, elle naît donc, dans ce monde où l'écrit est interdit, mais où des générations de conteuses se transmettent une mémoire de mère en fille, en fait. La transmission se fait de mère en fille. Et elle raconte des histoires. Et elles ont, en général, vers la puberté, elles ont une sorte de révélation. Le dit se révèle à elles, et elles deviennent conteuses après un apprentissage. Et Kaori, évidemment, elle voudrait devenir conteuse, c'est normal. Sa grand-mère est conteuse, etc. Mais donc elle se retrouve à ne pas... Enfin, elle connaît pas le ravissement du dit. Donc elle va être orientée vers une carrière de danseuse, en fait. Et cette frustration, comme tu le décris si bien, va la pousser, en fait, à chercher des réponses, en fait. Toute son histoire bascule à un moment donné où son environnement la fait forcément sortir de là, elle ne peut pas faire autrement. Elle n'a pas le choix, en fait, quelque part. Sa marge de manœuvre est très réduite. Elle est dans un monde, peut-être un peu comme le monde que tu décris, où il n'y a pas beaucoup de choix laissés aux femmes, notamment. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va basculer. Effectivement, il y a une coupure dans le roman. On bascule du monde un peu japonisant dans un univers complètement de science-fiction, où on va avoir des explications beaucoup plus science-fictives, en fait, de la raison d'être de cette mémoire, en fait, transgénérationnelle et des choses comme ça. Voilà. Et alors, juste, je rajoute que donc cette raison, le fait que les femmes soient conteuses est vraiment basé sur des éléments, on va dire, scientifiques, pour dire les choses simplement. Et ça explique que pourquoi ce sont les femmes et pas les hommes, en fait. Parce que je trouvais que c'était un peu facile de dire ok, les femmes sont conteuses et pas les hommes, mais en fait il y a vraiment une raison à cela, et c'est justement ça qui va être révélé petit à petit au fur et à mesure du roman. Voilà. Elle a deviné. Merci. Célia, toi, tu pars dans un monde imaginaire, et on a aussi une héroïne très forte qui est Tomoe, qui va pas être seule dans son chemin, mais qui est, contrairement aux deux autres, elle est guide. Donc c'est elle qui guide le récit au départ, qui va être un peu plus dans l'action. Elle se fait malmener aussi, mais elle se bat beaucoup, Tomoe. Il me semble que c'est une grande guerrière, dans l'âme en tout cas. Et voilà. Et je te laisse dire la suite, en fait. Mais je te remercie d'avoir utilisé le mot de guerrière, parce que c'est un mot qui est très important pour Tomoe, c'est-à-dire que c'est une personne qui déteste la violence et qui, pour sa part, n'utilise jamais la violence et la condamne au plus haut point. Mais lorsqu'elle-même se trouve confrontée à la violence, elle ne sait plus comment faire pour résister et lutter sans utiliser la violence en réponse. Et du coup, ça pose pas mal de questions que je me suis posées sur, finalement, c'est quoi être un guerrier? C'est quoi être un samouraï? C'est quoi servir un seigneur? Et jusqu'où va la loyauté qu'on peut porter à un seigneur? Jusqu'où va la loyauté qu'on peut porter envers un clan, envers une personne, etc. Et c'est vrai que Tomoe se trouve prise avec ses compagnons dans un conflit qui les dépasse complètement, parce que c'est des conflits qui se jouent entre les dieux, entre les clans et entre les seigneurs. Il se trouve face à une criminelle. On accuse Tomoe d'être cette criminelle, et elle en vient à se demander elle-même si c'est vraiment elle ou pas. Des gens meurent sur la montagne sacrée. Et elle doit arriver à s'en sortir face aux soldats qui l'accusent d'être cette criminelle. Et finalement, alors qu'elle est guide, alors qu'elle est là pour sauver les voyageurs qui montent sur la voie du Kirin, qui est un chemin extrêmement dangereux, puisque les gens marchent sur des espèces de planches en bois accrochées contre la montagne, ils escaladent des escaliers vertigineux, on risque sans cesse de se perdre, etc. Mais l'objectif est de se rapprocher des dieux. Et donc, Tomoe est la guide, elle doit sauver les gens, elle doit les protéger, mais lorsqu'elle-même elle est poursuivie par des soldats, elle doit elle aussi parfois devenir brutale pour arriver à s'en sortir. Donc, c'est toute la question des limites qu'elle se met. C'est ça, c'est toute une question de limite. Et est-ce qu'on est prêt à accepter des choix, Est-ce qu'on est prêt à accepter notre destin? Est-ce qu'on est prêt à faire des choix, ou prête, parce que là c'est plutôt prête, je trouve que cette question du choix est souvent repris dans les mondes asiatiques. On a beaucoup cette histoire de choix. Bon, moi je suis très grosse consommatrice de manga par exemple, et c'est vrai que tout ce qui est manga, etc.,
on a beaucoup ces personnages ils font tel choix et c'est toi qui es acteur de ton destin, etc. Et puis après on a aussi des œuvres des fois plus oniriques où au contraire ils sont portés par ce destin comme quoi c'est inéluctable. Et il y a cette philosophie du choix, les gens sont leur choix, mais il y a aussi cette philosophie qui est complètement contradictoire à appréhender, où tout est inéluctable, de toute façon c'est le dessin, ça se déroulera et il faut faire avec. Et est-ce que vous avez plus ou moins, enfin moi je sais que oui, vous l'avez intégré moi, parce que je les ai lus, mais par exemple pour Annol, c'est sûr qu'il y a ce côté destin qui est hyper important et que les dieux sont là pour la guider, et quand ils arrivent à un moment où ils sont plus là, elle est perdue, quoi. Oui, c'est un petit peu ça qui se passe finalement c'est sur 2 tomes, donc c'est vrai que pendant ça, c'est amusant comme Célia parlait de la loyauté, jusqu'où va la loyauté justement. C'est un petit peu toute la question sur laquelle j'ai fondé cette histoire. C'est-à-dire que Annol, finalement, sa loyauté va envers les dieux avant tout, puis envers la famille royale qui est descendante des dieux. C'est les dieux qui élisent la famille royale. C'est exactement comme pour le roi Soleil en France. La famille royale de Sheila, c'est les dieux, elle descend des dieux. Donc Annol, elle sert les dieux, et parce qu'elle sert les dieux, elle sert la famille royale. Donc sa loyauté va forcément pour eux. Mais à partir du moment où la famille royale trahit le peuple, trahit Sheila et trahit les dieux, où va la loyauté ? Comment s'en sortir dans ces cas-là ? Quelle action mener ? Et là, ça devient très compliqué pour une prêtresse. Et c'est là où le dessin bascule, parce que soit elle se laisse vraiment guider par la voix des dieux, et elle se dit « Ok, je continue à prier, je continue à essayer d'entendre leur voix », mais à partir du moment où c'est plus possible, à partir du moment où elle n'entend plus la voix des dieux, il faut qu'elle fasse un choix. Et là, le bas blesse, parce que son choix, il se pose sur la vraie question, où va ma loyauté ? Envers Sheila, envers les dieux, envers la famille royale. Et là, elle doit choisir entre se laisser porter par son destin et par le choix des autres, ou devenir actrice de sa propre vie. Et donc, on a ce tome 1, en fait, où voilà, elle entend la voix des dieux jusqu'au point de rupture. Et le tome 2, où il faut faire ce choix-là, je me laisse porter par le destin et par le choix des autres, ou je deviens actrice de ma destinée. Je pense qu'il y a tous un moment donné où on se pose aussi soi-même la question. Mais celle de la loyauté, c'est quelque chose, je pense, qui est typiquement asiatique et justement, qui est très proche de la manière de réfléchir des Japonais, des Coréens ou même des Chinois, beaucoup plus que, je trouve, une question européenne, parce que la loyauté, c'est vraiment... Je trouve qu'on le retrouve vraiment beaucoup dans les préceptes, notamment des arts martiaux. Moi, pour avoir fait des arts martiaux depuis que je suis petite, c'est un des préceptes qu'on nous apprend, des règles qu'on nous apprend, c'est loyauté envers tes frères et tes sœurs, loyauté envers ton maître, loyauté envers ta patrie, et loyauté envers les dieux. Donc c'est des règles comme ça qu'on se dit à la fin quand on finit la séance d'arts martiaux. On salue et on récite ces règles-là en Hwarangdo, en taekwondo. Quand on apprend avec des maîtres coréens, on apprend ce genre de règles-là. Donc ça fait aussi partie un petit peu de cette mentalité coréenne, notamment, des fois de la mentalité japonaise aussi dans certains clubs. On n'apprend pas ça dans les clubs français, par exemple. Donc voilà, je me dis, ça fait un peu plus partie de la mentalité asiatique quand même, cette poussée de la loyauté que dans la mentalité européenne. Je suis entièrement d'accord avec toi, et en fait je pense que les notions d'individu et d'individualisme ne sont pas les mêmes en fait entre Orient et Occident. Et ça, c'est des choses qui sont enracinées dans des millénaires de philosophie, de culture, etc. Et donc c'est vrai que c'est difficile à appréhender quand on arrive avec une mentalité, on va dire française, et qu'on va dans un club. Si on allait dans un club d'art martial au Japon, on serait presque choqué de devoir se soumettre en fait à cette hiérarchie, à ces règles qui sont très, très rigides en fait. Mais effectivement, c'est moins choquant quand on vient de... voilà. Et puis c'est vrai que quand on regarde l'éducation des enfants, toi tu as vécu au Japon, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'ils sont tous formatés pareil, ce
qui a fait dire à une ministre française à un moment donné, à propos des Japonais, que on dirait des fourmis. Mais Sympa. Ouais, c'est sympa, voilà. Les fourmis, elles obéissent à des règles communes, collectives, elles n'ont pas du tout d'individualité en fait. Et c'est parfois la perception qu'on a en fait des sociétés asiatiques, en tout cas japonaises. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, mais c'est une perception, encore une fois qu'on a... Oui, voilà, mais c'est assez troublant parce que de l'extérieur, moi aussi j'ai entendu ça, mais en fait quand on vit les choses à l'intérieur du pays, non, c'est une discipline en fait, c'est vraiment une discipline qui a ses mauvais côtés, certes, mais qui a aussi des bons côtés qu'il faut reconnaître. C'est pas... Oui, et donc le moi en quelque sorte s'exprime, l'individu, le moi s'exprime différemment en fait au sein de ce collectif. Mais et voilà. Il y a la notion de bien commun qui est... Enfin, j'ai fait qu'un seul voyage, j'en suis allée que 2 semaines, mais rien que ça, je trouve que la notion de bien commun est vraiment mise en avant et dans tous les aspects de la vie. Quelque chose qu'on a peut-être moins en Occident malgré tout, hein, parce qu'on a quand même beaucoup d'individualité et de la réussite du plus fort, et c'est très très basé là-dessus, hein. C'est aussi tout lié à notre économie, notre histoire, comme tu disais, à millénaires d'histoire. Et c'est vrai qu'ils ont plus cette loyauté, ce côté le groupe, le collectif, et après l'individu, et pas l'inverse. J'ajoute un truc et puis après je lâche le micro. Et donc tu parlais de la notion de choix par exemple, et c'est vrai que quand tu regardes des shonen, enfin voilà, moi aussi j'ai consommé des shonen, j'avoue, un peu moins maintenant, mais maintenant c'est mes enfants. Et il y a beaucoup cette histoire ces notions de loyauté, et les héros sont souvent confrontés à des dilemmes moraux c'est vraiment ça. Est-ce que je défends, je défends le groupe auquel j'appartiens, est-ce que je me distancie par rapport au groupe, enfin voilà, dilemmes moraux et Kama. Le pouvoir de l'amitié. Le pouvoir de l'amitié, c'est des notions, ce sont des valeurs très 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 importantes en fait dans ces cultures-là. Tout à fait, c'est vrai que shonen, les shonen, donc c'est plutôt mangas type et garçon, même si bon, on a tous vu, hein, en quantité 3, on va dire One Piece, Bleach, Fullmetal Alchemist. Non, Fullmetal Alchemist c'est un seinen. Mais voilà, souvent c'est un héros masculin qui devient fort au terme de quête et d'aventure, un peu comme dans Fairy Tail aussi, etc. Et c'est vrai qu'il y a cette notion profonde de loyauté envers ses amis, envers sa famille, envers tous les principes qui régissent, et qu'on retrouve peut-être un peu moins dans nos dessins animés américano-européens. Qu'on va peut-être retrouver par exemple un dessin animé que si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement, qui s'appelle Avatar, le dernier maître de l'air. Voilà, qui est inspiré de culture inuite, de culture asiatique, etc. On retrouve ces principes-là de groupe, puis ce côté, ce que tu disais, pareil avec les clans, etc., avec la terre, l'air, l'eau, c'est chacun un clan, chacun un royaume, et c'est vrai que je trouvais ça vachement intéressant parce que pour une fois, c'était pas un manga qui faisait ça. Et c'était l'Occident qui essayait de toucher un petit peu du doigt ce côté oriental. Donc la question du départ, c'était le choix, c'est bien ça? Ouais, le choix, le destin. Est-ce que c'est plutôt... parce que ce qu'on disait, c'était qu'au début, t'as la dichotomie entre avoir le choix, être ses choix, et je me laisse porter par le destin, c'est inéluctable, un peu à la Sixty-Solix, je sais pas si tu l'as vu. Alors, c'est vrai que de mon côté, les personnages au début sont des espèces de carrés qu'on essaye de faire rentrer dans des ronds. Et donc, je pense qu'on ressent tous un peu cette impression-là de dire qu'on nous tape dessus de force pour qu'on rentre dans une case, alors qu'en fait, non, on n'est pas fait comme ça et c'est pas dans cette case-là qu'on veut rentrer. Donc, ce qui se passe, c'est que dans ces sociétés rigides où on attend que chacun rentre à sa place et accomplisse exactement la mission qu'on lui a commandée comme on l'a commandée, eh bien, mes personnages vont finir par faire le choix de ne pas faire ce qu'on attend d'eux. Parce que eux, ils préfèrent finalement faire le choix qui leur semble le plus juste et qui leur ressemble le plus à eux, plutôt que de faire le choix que la collectivité ou leur hiérarchie attend d'eux. Donc c'est vrai que c'est un roman dans lequel j'ai plus mis en avant le libre arbitre, et le fait que le libre arbitre, parfois on est amené à faire des choix qui sont parfois incompris, ou bien qui peuvent être jugés
étonnants ou déloyaux ou par rapport à d'autres personnes qui ne voient pas la situation de la même façon, mais que malgré tout, en tout cas pour les personnages que j'ai créés, le plus important c'est de rester fidèle à eux-mêmes. Avoir la loyauté à soi-même. C'est ça. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Si oui, je me lève, ou vous vous levez, et puis... Non, ils ont été très très attentifs, moi j'ai trouvé. Oui. Oui. Est-ce que tu peux venir, tu vends l'huile, ici. Merci pour déjà toutes ces belles pistes à poser. Moi j'ai une petite question justement par rapport à cette thématique du choix. Quand on écrit des bouquins, on a souvent des modèles avec le choix du héros, il ne peut plus revenir en arrière, le fameux turning point. Comment on écrit une histoire originale avec cette importance-là de la thématique du choix justement? Comment vous avez trouvé l'intrigue qui vous allait? Alors pour ma part, souvent je ne construis pas mon intrigue autour d'un seul choix en fait. C'est plutôt comme une avalanche, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un choix qui est comme un petit caillou au début et un autre petit caillou, et au bout d'un moment, ils arrivent à bouger des rochers et les rochers finissent par s'abattre sur les gens en bas de la montagne, c'est-à-dire que finalement des choses qui peuvent sembler complètement anecdotiques ou un choix qui peut sembler sans importance au début, ce sont des choses qui vont réussir à changer la face de la personne, qui va prendre en maturité, apprendre à se connaître et à comprendre quelle place elle veut occuper dans la société qu'elle entoure. Mais le choix que fait cette personne va avoir un impact sur les gens qui l'entourent, et le groupe va avoir un impact sur le clan tout entier, et le clan tout entier est en liaison avec les dieux. Donc c'est un déclenchement qui petit à petit gagne en force, gagne en ampleur et fait basculer le destin de tout l'empire des 5 clans. Excusez-moi. Thématique du choix? Moi, sur cet ouvrage-là, la réponse est assez simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu besoin de se dire mon intrigue tourne autour de ce choix-là, de cette héroïne-là, puisque cette héroïne est insignifiante par rapport à l'histoire avec un grand H. En fait, l'histoire est déjà écrite. C'est même pas elle l'héroïne en fait. Il y a 2 grands héros dans cette histoire qui sont des héros réels, qui ont déjà fait cette unification des 3 royaumes dans la réalité. Et mon héroïne en fait, et de toute façon, quels que soient les choix qu'elle fait, elle s'est dit en fait dans la première page du roman, c'est Anne, les choix que tu feras ne changeront rien à la destinée du monde. De toute façon, tu peux faire ce que tu veux, tu peux choisir ce que tu veux, les grandes lignes de l'histoire s'écriront sans toi. Et les choix que tu feras n'influenceront que ton existence à toi. L'histoire est déjà écrite. Donc, l'histoire, je l'ai écrite en fait sur un fond historique. Et ça, du coup, il n'y a pas un grand... on observe en fait cette histoire avec un grand H se dérouler. Et les choix de mon personnage, en fait, je les ai écrits suivant le courant. J'ai pas fait un synopsis d'architecte. J'ai déroulé, je savais qu'il y avait les grands points de l'histoire qui devaient apparaître. Et disons que mon héroïne s'est fait malmener par ces courants-là. Et elle a suivi tout ça. Donc j'ai pas construit quelque chose d'hyper... original ou pas original, disons que je me suis laissée mener par les flots avec elle et j'ai pleuré, crié, testé avec elle. Et à la fin, la Corée était unifiée et paf, c'était fini. Voilà, il n'y a pas... Ça s'est déroulé comme ça pour la création de ce roman en tout cas. Après, je pense que ça dépend de la structure qu'on adopte pour le récit. Si c'est une structure chorale avec différents personnages qui vont alterner, qui vont faire des choix, qui vont influencer les choix des autres ou la situation dans laquelle se trouvent les autres personnages. En tout cas, pour quitter les monts d'automne, j'avais fait le choix, en tant qu'auteur, de faire une narration à la première personne du féminin tout du long, avec uniquement un point de vue féminin tout au long de l'histoire, et d'inscrire ça dans du space opéra parce que c'est un genre plutôt masculin. Alors je me suis dit que ce serait rigolo de le faire au féminin et girl power quoi.
Bon, et alors donc en l'occurrence, d'un point de vue narratif, là c'est assez simple en fait. Elle se trouve confrontée à un flot d'événements, à des situations, et elle a une marge de manœuvre, elle a la possibilité de faire des choix ou pas, mais souvent c'est assez réduit. Mais face à chaque situation, donc je réfléchissais, je me disais, bon, si j'étais elle, si j'étais dans cette situation, dans son monde, avec les cartes qu'elle a en main, comment je pourrais penser, réagir, et c'est ainsi de suite que le récit s'est construit comme ça en fait. Voilà. Un peu comme un escape game, tu es devant ta question, est-ce que tu tournes à droite, est-ce que tu tournes à gauche? Mais c'est tout à fait ça, et parfois au fil de l'écriture, je me suis laissée emporter, je l'ai forcé à faire des choix qui ne correspondaient pas en fait au personnage. Donc je suis revenue en arrière et comme dans un escape game. Tout à fait. Quand tu arrives à la fin, tu te dis bah non, là je suis morte en fait, donc je peux pas faire ça. Non, elle n'est pas morte à la fin. Heureusement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère que ça vous aura plu cette première table ronde et je vous souhaite un très bon festival. Merci à vous trois d'avoir parlé. Et puis à tout à l'heure à tout le monde.